Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct pour ce tout nouvel après-match de l'Olympique lyonnais. Nous sommes ensemble pour pouvoir parler d'une nouvelle rencontre de l'Olympique lyonnais. Nous allons voir ce soir le débrief de cette rencontre entre Bordeaux et l'OL, un match qui aura eu un score de 2 partout. Un match où clairement je pense que je vais devenir fou, hein. Je vais finir avec une calvitie prématurée parce que à force de m'arracher les cheveux, c'est assez dramatique. Avec moi, bien évidemment, ce soir, il y a et Ferrandinho et Tekken. Bonsoir messieurs, bonsoir Ferran, comment ça va? Salut, salut, c'est une première pour moi parce que je vais faire tous les réglages derrière. Je vais hoster le live ce soir à la place de Je crois Tassour. que ma cam a déjà frisé en plus Et de ça, ta c'est cam a formidable. déjà frisé, exactement. C'est terrible. Alors ne vous inquiétez pas si jamais je déco pendant ce live, j'ai des problèmes de connexion actuellement, donc c'est un plaisir certain. Mais voilà, pour revenir à ce match, Ferran, un petit mot pour le décrire. Encore un mauvais résultat. Au C'est passage, plus qu'un mot. merci à Skywin de s'être abonné. Oh, Bienvenue. merci Skywin. Encore une fois, oui, l'OL qui ne parvient pas à convertir un match, on le verra, a été assez convaincant. Bon, on prend 2 buts et on finit par faire match nul, donc c'est pas forcément un. Je sais pas si abouti est le bon terme, mais en tout cas, voilà. On aurait pu perdre cette rencontre, surtout en fin de match. Mais au final, on a quand même réussi à l'emporter. Je vais quand même introduire Taken parce que depuis tout à l'heure, n'a pas encore parlé. Bonsoir Taken, comment ça va? Bonsoir à tous. Je suis frustré après ce score une nouvelle fois décevant pour notre cher Olympique lyonnais. Et ouais, score des plus frustrants, n'hésitez pas, on va pouvoir dès maintenant vous mettre le sondage dans le chat pour vous attribuer la note de ce match, note collective, entre Taken. guillemets. C'est pour Taken les sondages ce soir. C'est Ouais. pour Taken, les sondages ce soir. Voilà, la note du match qui va être. Est-ce qu'on a décidé d'une range? Pas encore. On n'a pas encore réfléchi sur ça, mais je sais pas, peut-être 3, 4, 5, 6. Ouais, par là, hein. Oh, j'aurais mis plus, moi. 4, 5, 6, 7 à la limite. Qui va mettre un 7 sur ce match-là, très franchement? Bah, franchement, 7. j'irai pas jusqu'à mettre un 7, mais collectivement, 6, ça me paraît pas hideux. Bon, on va en parler. On va en parler de toute On façon. va en parler, on va en discuter, il y a de quoi dire. Moi, je suis pas d'accord, mais, mais j'imagine que qu'on va en parler. Est-ce que quelqu'un déjà veut commencer peut-être avec son ressenti sur le match? Mel, t'as pas encore donné ton ressenti sur le match vu que tu ouvres le bal à chaque fois. Je te propose peut-être de donner ta première remarque. Ah, ma première remarque, c'est que c'est une première pour l'Olympique Lyonnais dans un nouveau système, que c'est un match qui, collectivement, je trouve, a montré des belles promesses d'avenir. Je vais essayer d'être positif avant tout. On a vu un Olympique Lyonnais qui a réalisé son plus grand nombre de passes de toutes ses performances de Ligue 1 confondues cette saison. Donc le ballon a bien circulé, il y avait une belle performance des deux pistons qui allaient être les joueurs scrutés parce que ce passage à 300 ailiers nécessitait qu'on ait des pistons de fort coffre et avec une forte implication dans le jeu. C'est ce qui je trouve est arrivé. Tout n'a pas été parfait bien sûr, on parlera de l'alignement défensif, on reparlera un petit peu de ces 2 buts qu'on encaisse. Mais au final, c'est une performance où l'OL manque de réalisme devant le but, c'est pas surprenant, c'est pas nouveau, mais c'est un match qui, si jamais il y a ce réalisme-là, peut être gagné très largement, et si on gagne 4-2 ou 5-2, le match n'est pas non plus hideux, parce qu'on a dominé plus que largement les débats. Je suis d'accord C'est, avec ce que tu dis, c'est vrai qu'on a Melt. dominé. C'est vrai qu'on a dominé. Pour le coup, là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Et moi, je pense qu'on peut commencer avec les compos maintenant. Donc, Vas-y. je vous les ai mises à l'écran, hein, parce que pour une fois, et oui, pour une fois, on avait quand même du changement. On avait pas mal de changements côté lyonnais, avec une tactique et une formation inédite, avec un back three derrière. Back three, l'expression de Taken, évidemment, que je lui emprunte ce soir, avec Loukeba qui ressort un petit peu de nulle part, hein, dernièrement, qui revient un petit peu sur le devant de la scène et qui, je pense, en plus, a probablement été un des meilleurs ce soir.
Donc Loukeba, Boateng, Denayer, devant une ligne de 4 avec nos deux pistons, Gusto Emerson, Guimarães Mendes devant la défense, et puis devant deux milieux offensifs centraux et un faux numéro 9, un petit peu à la manière de ce que faisait Ancelotti à l'époque avec son 4-3-2-1 sapin de Noël, Oussem Aouar, Xherdan Shaqiri et Lucas Paqueta. Donc voilà, on a innové, on sent qu'il faut encore travailler les automatismes dans cette formation, mais au moins on a essayé quelque chose de nouveau. Côté Bordeaux, c'était un 4-4-2 de base, hein, j'ai envie de dire, celui qu'on voyait tellement il y a 10-15 ans, quasiment toutes les équipes évoluaient comme ça, avec les deux lignes de 4, et devant Adli et Wang Guizhou avec Ellis sur le côté droit, milieu droit, ailier droit, Albert Ellis. C'est beaucoup passé du côté droit, c'est pour ça que je mets l'accent directement sur Ellis et Wang Guizhou. Côté bordelais, voilà, je pense que pour les compositions, on a fait à peu près le tour. Et on va peut-être passer au résumé des gros moments, grosses occasions de ce match, parce que Taken, je pense que tu as pas mal de choses à dire en vrai. Effectivement, j'ai noté pas mal d'éléments, pas mal d'occasions, puisque ce match a finalement été assez animé d'à peu près tous les côtés. Ça a démarré assez vite, on a eu ce petit trou d'air côté lyonnais où tu as Wang qui est lancé en profondeur et qui va tomber en nez à nez avec Lopez qui va réaliser son premier arrêt de la soirée un peu pour sauver les meubles d'entrée, parce que c'était une occasion très franche côté bordelais. L'OL va répliquer dans la même minute, la 9e, où tu vas avoir une frappe de Paqueta et Costil va repousser du pied, pareil, un peu pour sauver les meubles côté bordelais. Donc dès les premières 10 minutes, tu as déjà une grosse occasion de part et d'autre. Dès la 12e minute, tu vas avoir une nouvelle frappe de Wang qui s'est quand même pas mal illustré, je trouve, ce soir, le Sud-Coréen. Tu vas avoir un nouvel arrêt d'Anthony Lopez. Donc déjà, dès le premier quart d'heure, tu avais un match qui démarrait un peu sur les chapeaux de roue avec des belles occasions. Donc c'était sympa, il y avait du mouvement. Ensuite, on va avoir des choses comme ça à peu près pendant toute la première mi-temps. Tu vas avoir l'action de Gusto qui va faire le poteau sortant, avec un gros cafouillage côté bordelais où tu te dis mince, entre Mangas et Costil, ça se parlait pas la même langue. Puis tu vas avoir le premier but de Denayer où tu vas avoir un petit corner de Shaqiri et puis le Belge qui va s'imposer au duel contre le défenseur norvégien des Girondins de Bordeaux, Gregersen, pour mettre le ballon de la tête, pour mettre le 1-0, un petit but sympathique. Je crois que c'est le 3e, si vous me détrompez. Si 3e de Denayer, exactement. En Ligue 1, ouais. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Bon, Denayer qui sortira 3e. sur blessure juste après, évidemment. C'est peut-être grave. C'est peut-être grave. En plus, le staff médical soupçonnait une fracture du péroné. Il y en a pour plusieurs très longs mois si c'est cette blessure-là. Ouais. Et quid de sa prolongation dans ce cas-là, si on repart sur le pragmatisme de base, qu'est-ce qui va se passer avec Denayer? Ça vous fait pas penser au cas Memphis? Si. Bon, il y en a un qui a aujourd'hui qui arrive au Barça. Voilà, il y en a un qu'il aurait fallu garder, et il y en a un autre qui, bon, disons que ça me fait moins mal, quoi. Une fois ce premier but marqué pour les Lyonnais, on a évidemment 6 minutes plus tard à la 36e l'égalisation des Bordelais avec une action qui part du côté droit avec Yacine Adli qui va trouver le Hondurien Ellis, que perso je connaissais pas avant ce match, mais qui a l'air plutôt bon. Parce que tu joues pas à FIFA, ça. Absolument. Absolument. Honte à moi, je ne joue pas à FIFA. Centre à terre, t'as Oudin et Malo Gusto qui vont se disputer le ballon, sauf que tout le monde va tomber un peu n'importe comment, et puis je crois que c'est Gusto qui finit par pousser le ballon dans son propre camp. Ouais. Enfin, c'est une action vraiment dramatique, quoi, parce qu'en plus Gusto est un petit peu en retard sur Oudin au moment du centre. Donc voilà, c'est l'égalisation, ça fait 1-1 à la 36e, c'est difficile à encaisser pour les Lyonnais qui dominaient plutôt les débats jusqu'ici. Et puis à la 41e, tu as une action complètement lunaire qui se passe, puisque tu as la défense girondine qui renvoie un ballon dans l'axe, puis tu as Mendes comme ça qui pose une frappe absolument surpuissante pour le but du 2-1 côté lyonnais. Je suis resté bouche bée devant cette action, tant la frappe est absolument magnifique. Je pense que vous serez d'accord avec moi, messieurs. Ouais, y a rien à dire. Là. Et d'une pureté. Pour le premier but de Mendes avec l'Olympique Lyonnais d'ailleurs. Ouais, il y avait eu un but en amical aussi sur les 2-3 premiers matchs qu'il avait joué avec nous. Une frappe de loin aussi magnifique. Contre le Genoa. Mais oui, premier but en match officiel. Donc voilà, on se quitte sur cette première mi-temps avec un 2-1 pour les Lyonnais. Pas forcément immérité, parce que l'OL a beaucoup plus de possession et maîtrise globalement les débats, même si
en termes de tirs et d'occasions, il n'y en a pas énormément de très dangereuses. L'OL est un peu en réussite, on va dire, sur ces occasions, pardon. Et puis on aura une deuxième mi-temps où il y aura moins d'occasions sérieuses de part et d'autre. Tu auras beaucoup plus de déchets avec des frappes qui vont être au-dessus, à côté, contrées. Ce sera un petit peu plus brouillon. On aura quand même à peu près à l'heure de jeu le deuxième but bordelais qui arrive vraiment, mais excusez-moi de l'expression, mais n'importe comment. C'est-à-dire qu'on a un corner lyonnais, donc une phase de possession pour les Lyonnais. Le corner est renvoyé en l'air. T'as Gusto et Guimarães qui se font des politesses, personne ne sait quoi faire. Il y a un cafouillage, au final c'est le Hondurien Ellis, encore lui, qui va récupérer le ballon et qui va être sur 50 mètres, tout seul. Il y a juste à courir. Il arrive en 1 contre 1 contre Lopez, et puis il l'ajuste, ça fait 2-2. Personne ne comprend ce qui se passe, mais ça s'est passé. Donc voilà, je suis resté bouche bée aussi, mais dans le mauvais sens du terme cette fois-ci. Ensuite, il y a beaucoup d'actions très frustrantes côté lyonnais, puisque tu as des frappes à côté, des frappes au-dessus, beaucoup de choses comme ça où tu te dis, bon, pas mal de déchets. Et puis on a une fin de match qui se termine complètement n'importe comment une nouvelle fois, puisque tu as une frappe de Niang à la 88e qui est arrêtée par Lopez, un bel arrêt de Lopez. Et puis là, les deux dernières actions, elles sont pour les Bordelais. À la 90e plus 3, une frappe de Niang et un arrêt absolument sublime d'Anthony Lopez, qui sauve les meubles, mais x10. Je pense que vous en rappelez de celle-ci. Oui. La claquette avec une sur parade la ligne, réflexe. Oui. Et la distance entre le tireur et Lopez, en plus, est très restreinte. Il y a genre 5-6 mètres. Enfin, l'arrêt est sublime. Donc bravo Lopez. Et puis, à la 90e plus 4, donc dans les ultimes secondes du match, on a un corner bordelais, donc consécutif à la parade de Lopez, évidemment. Et puis, tu as Gregersen, le Norvégien, qui reprend le ballon d'une frappe complètement en tombant. Enfin, il n'y a pas du tout de puissance. Le ballon avance à 2 à l'heure et va frôler le poteau de l'OL et sortir en sortie de but. Fin du match, de partout. Scénario complètement incroyable. Alors que l'OL, en plus, a dominé peut-être les 90 minutes en termes de possession. Oui. Ah oui, oui. Je tiens juste à rajouter un tout petit truc, moi qui je pense est important de mettre en avant. C'est que sur l'énorme claquette d'Anthony Lopez, on est à la 93e. D'où part cette action d'une perte de balle d'un certain Lucas Paqueta qui tente encore une fois de faire un exploit individuel autour de 4 joueurs en tentant un dribble fantasque qui ne fonctionne pas. Un peu à la manière de contre Reims. Et contre Reims, on avait perdu le ballon à la 92e, on avait pris le 2-1, là, on aurait pu prendre le 3-2. Donc Lucas Paqueta, faut arrêter les conneries, quoi. Et d'ailleurs, Lopez lui a poussé une énorme gueulante à ce moment-là. Hein. Il s'est très clairement tourné vers lui, Une énorme gueulante, oui. pour lui montrer le mécontentement. Et c'est vrai, parce que au bout d'un moment, on subit trop aussi de coups du sort, mais de coups du sort qui sont provoqués par des erreurs venant de chez nous. Des erreurs soit d'attentisme, soit... Se tire des balles dans le pied. Voilà, c'est exactement ça. Ça nous coûte très souvent des buts en fin de match. Là, par je ne sais quel miracle, ça n'a pas été le cas. Surtout qu'en plus, après cette action-là, avec la claquette de Lopez, il y a aussi des corners où on ne sait pas comment la balle passe à 1 centimètre de notre poteau. Hein. Mais donc voilà, il y a trop de fois où on se tue tout seul. Et ce soir, franchement, s'il y a une équipe un petit peu plus en confiance en face, on se serait encore une fois tué tout seul. C'est ça. Ça souligne un petit peu les mots MAUX de l'OL en ce moment. Pas de sérénité, pas ce côté impitoyable et dominant sur 90 minutes. C'est très frustrant, hein, mine de rien. C'est ça. Le pas de sérénité, pour moi, c'est une circonstance plus qu'un véritable problème. C'est la circonstance du fait qu'on n'arrive pas à tuer nos matchs. Enfin, je suis désolé, dans n'importe quelle situation, n'importe quelle autre équipe qui essaye un minimum de jouer la Ligue des Champions, en Ligue 1, les Lens, les Marseille, les Nice, toutes ces équipes-là, les Rennes, etc., dans la même situation qu'on a là contre Lyon, les mêmes occasions, le match est pas du tout pareil, et tu mets un Lens en face de cette équipe de Bordeaux, franchement il y a 8-2, c'est juste ça, c'est devant, il y a un problème de finition, il y a un problème d'appel et de mouvement, de coordination entre les trois attaquants. C'est quelque chose qui, pour un petit peu on va dire nuancer les propos et pour aller on va dire trouver des excuses, même si c'est, enfin voilà,
c'est aussi parce qu'on était dans un nouveau système que les trois de devant apprenaient à jouer chacun dans ce nouveau rôle, parce que les trois ne jouaient pas dans des positions qu'ils connaissaient, ou en tout cas avec des partenaires qu'ils connaissaient dans des positions qu'ils savaient, parce que tu joues pas de la même manière quand tu es en point dans un 4-2-3-1 que quand tu es en point dans un 3-4-2-1. Donc au final, il y a ça qui joue, mais c'est pas possible de pas tuer le match avant. Même à 2-1, on doit mettre le troisième, et si on met le troisième avant qu'ils égalisent, c'est pas du tout la même rencontre. C'est ça. C'est toujours un petit peu les mêmes difficultés. Voilà. Et ça revient. Et au final, si vous regardez les stats avec les expected goals, et ben ce match-là, on doit le perdre. Si on regarde bien, 2,30 pour Bordeaux, 1,66 pour nous, alors qu'en face, on a une possession de 70-30. C'est encore une fois énormément d'expected goals qui viennent dans les 5 dernières minutes, avec d'une part les boulevards qu'on laisse et d'autre part nos propres erreurs dont on vient déjà de parler, qui sont ensuite utilisées par Bordeaux. Ce serait n'importe quelle autre équipe en face, ça serait utilisé pareil, sauf que peut-être qu'en plus ça aurait fait but. Donc voilà, au final, faut pas être surpris quand on voit ce genre de statistiques. Elles sont cohérentes par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, et ça renvoie une image à chaque fois du club qu'on vient de développer sur se tirer tout seul des balles dans le pied en donnant à chaque fois des énormes occasions aux équipes adverses. J'ai envie de vous poser une question, messieurs, qui est un petit peu volontairement orientée sur... Enfin, je sais pas comment dire. Mais est-ce que pour ce match-là, tu vois, pour trouver des excuses et pour faire le mec chiant, est-ce qu'on peut pas également parler juste des blessures et des changements tactiques qui font que on finit le match avec un Toko piston gauche et avec un Mendes défenseur central? Est-ce que ça passe à part de responsabilité dans le fait que défensivement, on n'a absolument pas été là dans les 10 dernières minutes dès qu'il y avait une prise de vitesse côté bordelais? Bon, je pense que c'est surtout parce qu'on attaquait beaucoup. La blessure de Denayer aide pas, Oui. ça c'est vrai. Parce Il y a qu'elle que ça arrive aussi. à la fin de la première mi-temps, c'est quelque chose qui est effectivement pas prévu, d'autant plus qu'elle est conjuguée à la blessure de Diomandé, ce qui fait que t'es un petit peu juste une fois que ces deux-là sont plus là en défense centrale, d'autant que tu as Boateng qui, ça a été dit d'ailleurs par Julien Brun, a du mal à terminer ses matchs depuis un bon moment avec l'OL. Mais est-ce que c'est une excuse pour justifier la lâcheté au sens souplesse du bloc lorsqu'il est pris en contre? Je ne crois pas. Pas totalement. C'est pas l'unique raison. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette excuse-là, et globalement, c'est pour aller dans le prolongement de toute la réflexion qu'il y aura autour de ce match-là. Une grande partie des gens, et j'en fais peut-être partie, enfin, et j'en fais partie, et j'ai peut-être ou probablement tort, je sais pas, mais pense franchement que ce match-là t'offre quand même des perspectives extrêmement positives, et que même si le résultat est le même que lors des dernières rencontres contre Reims ou contre Montpellier, même si Montpellier avait les 3 points et que Reims en avait 0, il y a aussi ce fait qu'il y avait un nouveau système, ce fait que dans le jeu il y avait quand même des plus. On a mieux joué ce soir qu'on a joué contre Reims, c'est une évidence. Et au final, le changement de système peut apparaître comme une excuse pour cette mauvaise performance-là. En tout cas, Skywin qui dit dans le chat quelque chose qui pour moi est très vrai, et je suis sûr que vous deux allez très bien comprendre pourquoi je relève ce message. Ne pas tuer son match 109, ça semble presque logique. Bah oui, tout à fait. Les joueurs sont toujours meilleurs quand ils jouent à leur poste. Comme c'est étonnant, ça fait 1 an que je me tue à répéter cet état de fait qui devrait être tout de même quelque chose, je sais pas, quelque chose d'à peu près logique, d'à peu près ancré dans les cerveaux de à peu près tout le monde. Et pourtant, on a encore des essais sur ce genre de sujet, avec ce soir un Paqueta qui joue à un poste de numéro 9, on sait pas vraiment pourquoi, alors qu'on a Dembélé d'ailleurs qui quand il est rentré a été plutôt bon, j'ai trouvé, et qui en plus, je pense, pourrait être loin d'être ridicule dans cette configuration-là, avec 2 milieux offensifs qui seraient très proches de lui,
qui serait très proche de lui et qui lui éviterait de porter le ballon longtemps, parce que Moussa Dembélé, il est nul quand il porte le ballon longtemps en venant de loin. Parce qu'il sait pas, et en niveau conduite de balle, c'est niveau moins 14 sur 20, Moussa Dembélé. Par contre, s'il est devant le but, qu'il a réussi à combiner avant, à servir ses deux milieux offensifs qui sont derrière lui, très proches de lui, parce qu'ils sont dans l'axe, avec Aouar, Paqueta, Shaqiri, un petit peu ce genre de profil-là, je suis persuadé que Dembélé, c'est peut-être même la meilleure configuration de jeu pour lui. Et plus globalement, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais plus globalement, je suis à peu près persuadé que ce système de jeu-là, travaillé un petit peu plus en profondeur que sur 3 jours, c'est un système de jeu qui actuellement, en l'état actuel des choses et de l'effectif, est peut-être celui qui convient le plus aux individualités qu'on a. Je suis d'accord. Pour les 3 de Totalement devant, moi, ce d'accord. qui m'a étonné, c'est de ne pas voir une doublette Aouar-Paqueta en soutien d'un Moussa Dembélé. Parce que typiquement, Shaqiri, Paqueta, Aouar, c'est 3 joueurs qui aiment bien jouer un peu en tant que numéro 10. Et ça se marche un petit peu dessus, je trouve. Alors que si tu mets Dembélé en C'est 9... quelque chose que Vas-y. C'est quelque chose que Peter Bosz parle souvent. Il avait souvent opposé le profil de Ryan Cherki avec le profil d'un Toko Ekambi, en disant il y en a un qui demande dans les pieds et il y en a un qui va souvent chercher beaucoup plus la profondeur. Et là, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on avait vraiment 3 joueurs qui demandaient dans les pieds. Et face au bloc bas, face à cette formation Montpellier, n'importe quoi, face à cette formation bordelaise qui était très basse, il aurait fallu quand même avoir quelqu'un qui puisse d'une part apporter de la force, apporter de la puissance et qui puisse apporter ses appels dans la profondeur qui ont manqué à certains moments. Et c'est vrai que je vais même aller plus loin. Pour moi, Paqueta, sur les 3 derniers matchs, il doit aller sur le banc. Et au final, on aura la chance de le voir un petit peu contre son gré contre Lille parce qu'il sera suspendu. Mais au final, qu'est-ce qui justifie qu'un Lucas Paqueta qui n'est pas à son bon poste en numéro 9 prenne la place de Slimani ou Dembélé qui sont de toute façon 2 attaquants il y de a pointe peut-être qui ont pour ce rôle-là comme il y a un bout de style de réponse jeu. sur ça. Oui. Audi qui nous dit dans le chat YouTube que Peter Bosz a dit en conférence de fin de match que Paqueta était en 9 ce soir parce que Dembélé n'était pas prêt physiquement à débuter un match. Donc ça peut expliquer un minimum la non-présence de Dembélé. En revanche, est-ce que ça explique la non-présence de quelqu'un d'autre à ce poste-là ? Beaucoup moins. C'est ça. Pour moi, ce soir, un profil de Karl Toko Ekambi en pointe est le profil le plus cohérent. C'est un attaquant qui est bon de la tête, donc qui recevra beaucoup de centres. On aurait pu en avoir beaucoup plus que ce qu'on a eu quand on voit les espaces, les boulevards, les avenues, les Champs-Élysées qui étaient laissés sur les côtés. Et au final, un Toko se serait régalé, parce qu'en plus de ça, il peut prendre la profondeur, parce qu'en plus de ça, c'est quelqu'un qui a cette capacité à tout de suite à plonger rapidement dans les espaces. Et il y a 2 ou 3 centres où on peut faire des centres en retrait, jouer court et aller chercher un attaquant en retrait. Et un profil à la Toko serait régalé dans ce genre de rencontre-là. Et même pour aller encore plus loin, si jamais Dembélé n'était pas là, qu'on ne veut pas mettre Toko pour je ne sais quelle raison, t'as encore Xherdan Shaqiri. Xherdan Shaqiri, n'importe quoi. Islam Slimani. Donc au final, c'est vrai que le choix de Paqueta, il laisse penseur. Et à mon sens, la justification que j'apporte, qui est une pure hypothèse, c'est que Peter Bosz voulait intégrer Shaqiri pour le garder un peu concerné, etc. et le mettre dans une position qui était plus naturelle et plus simple pour lui, où il devrait s'épanouir un peu mieux. Et je l'ai trouvé meilleur sur ce match-là que sur les matchs en ailier droit. Et qu'en même temps, il s'est refusé de sortir Lucas Paqueta. Et que par défaut, il l'a placé en numéro 9. Mais c'est dommage. Et c'est peut-être là où on peut... Bon, je peux paraître hyper chiant en disant ça, mais c'est vrai que là, la méritocratie de Peter Bosz, elle est peut-être pas là, parce que si jamais on a une vraie méritocratie, Paqueta, il est pas titulaire ce soir. Est-ce que c'est pas le moment de noter Paqueta d'ailleurs, parce qu'on voit que c'est un cas qui fait débat. C'est parti. Je pense que ça peut être le moment pour faire un petit sondage sur Paqueta, qui en effet... pour moi, même si là, visiblement, sur la composition FOTMOB, c'est visiblement l'homme du match. Bon, chez moi, c'est pas l'homme du match. Hein. Dans mon monde, c'est pas du tout l'homme du match. Pour moi, voire même beaucoup l'homme moins. Du match commence par... Pour moi, l'homme du match commence par Cass et finit par Telo Lukeba, en fait. Tout à fait.
c'est compliqué. Voir Anthony Lopez. C'est vrai, il y a aussi ça. Oui. Mais Paqueta n'est clairement pas, selon moi en tout cas, l'homme du match. Il y a trop de ratés, trop de tentatives qui se terminent en perte de balles. Alors des pertes de balles quand on est replacé, quand c'est dans les 30 derniers mètres adverses, c'est ennuyeux, mais bon. Des pertes de balles quand l'intégralité du bloc est haut, voire plus haut que lui qui est en train de porter le ballon. Là, j'ai beaucoup plus de problèmes. On l'a déjà souligné en début de live. Ça crée une instabilité défensive chez nous directement à la perte du ballon. Et le problème, c'est qu'on subit trop d'occasions franches, vraiment franches, sur ce genre de situation. Et que le plus souvent, ce genre de situation est dû à Lucas Paqueta. En tout cas, ce soir et sur le match précédent, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti moi. Donc, la note de Lucas Paqueta ce soir, pour moi, elle est compliquée. C'est même pas la moyenne, je pense. Et moi, je mettrais peut-être... il a pas marqué en plus. Il a pas marqué, on est d'accord. Non, Il a pas marqué. Et pas marqué, pas de passe décisive. Moi, je mets 4. Ouais, moi j'étais sur 4 ou 4,5 aussi. C'est décevant pour Paqueta. Il y a la circonstance atténuante du poste qu'il ne choisit pas, puisque c'est Peter Bosz qui choisit de le placer là. Il fait quand même quasiment 35 minutes en poste plus normal quand Dembélé rentre. Ouais, avec le même déchet dans le jeu, et là pour le coup c'est 100% de sa responsabilité. Donc oui, 4 ou 4,5, c'est ce qu'il lui faut. Bon, et merci beaucoup à Audi. Encore et toujours dans le chat YouTube qui a fait un don de 5 €. Donc merci beaucoup à toi pour ta fidélité, de passer là tous les après-matchs avec nous. C'est super sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis Lucas Paqueta qui pour l'instant est sur une note entre 3,5 et 4 hein, selon les différents votes. Je pense qu'on est dans le vrai parce que autant là étonnamment il est très très bien noté sur FotMob, autant l'impression visuelle qu'il a dégagée et le rapport bénéfice-risque sur ce match là, il a vraiment pas été très bon Paqueta. Ce soir, c'est encore un match compliqué. Il est dans le dur. C'est ça, il est dans le dur. Il est dans le dur en ce moment depuis peut-être. En gros, depuis le moment où Lyon a commencé à être complètement déréglé après le match de Nice. De toute façon, c'est un joueur qui a besoin de confiance. Lui le dit, mais tout l'environnement autour et toutes les personnes qui en parlent et qui touchent à ce sujet-là le disent. C'est quelqu'un qui physiquement, moralement, mentalement est très fragile et qui va vraiment être les montagnes russes. Quand tout va bien, il va sublimer l'effectif de la plus belle des manières. Quand ça va aller mal, je dirais pas qu'il va plomber l'équipe, mais c'est pas quelqu'un qui va relancer tout le monde, au contraire d'un Anthony Lopez ou autre. Donc c'est vrai que là, ce serait compliqué parce que la période est compliquée. Et il faut espérer que ce changement de système et que les résultats reviendront assez rapidement et que tout ça permettra de revoir un Lucas Paqueta à la hauteur de ce qu'on sait et des capacités qu'on lui connaît, parce qu'il les a et il les a déjà prouvées. C'est ça, hein, l'interlude hors du groupe contre Lille ne peut que lui faire du bien, finalement. C'est ça. Donc en termes de notes, si on fait la moyenne un peu partout, on est à 4 sur 10 environ. Oui, ça me semble. Paraît, c'est ce que j'aurais dit. Après, on va essayer. N'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous pensez de la proposition que je vais faire, parce que c'est un sujet dont on a discuté juste après le live de la dernière fois. On aimerait réussir à utiliser la note qu'on donne au match. La note qu'on donne au match, on ferait une espèce d'échelle de valeur pour ensuite pouvoir réussir à mettre une sorte de malus, ou plutôt faire une médiane de joueurs qui soit en dessous de 5 si par exemple collectivement on a fait un match noté 3 sur 10, alors que peut-être si on fait un match noté 8 sur 10, mettre une médiane plutôt à 6 sur 10 pour l'ensemble des notations de joueurs. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans le chat si vous pensez que ça peut être une bonne idée à faire ce genre de calcul là avec une petite échelle de proportionnalité. Et donc Lucas Paqueta 4 sur 10. Est-ce qu'on se redonnerait pas un petit peu de baume au cœur en parlant d'un joueur que Melt a apprécié, je le sais, ce soir?
Bon, je pense qu'on l'a tous apprécié. On Hein. parlait de Castello. Absolument. Notre ami Castello Luqueba qui avait retrouvé le 11 après son bon match contre Brøndby il y a de cela 2 semaines environ, qui a été que j'ai beaucoup aimé. Je voulais en placer un mot d'ailleurs sur Luqueba en parlant tout à l'heure de la défense à 3 de ce nouveau système. Le trio Luqueba, Boateng, Denayer sur la première mi-temps pour avoir un bloc haut et s'installer dans la moitié de terrain bordelaise pour justement faire tourner le ballon et bien asphyxier le peuple bordelais. J'ai trouvé que cet ajout-là dans le 11 était vraiment le bienvenu. Parce qu'on a un joueur qui est technique, qui sait faire les bonnes passes, qui sait faire les passes verticales, qui sait percuter balle au pied, un peu ce que fait aussi Denayer de l'autre côté. Donc en termes de complémentarité, ça me plaît beaucoup cette affaire-là. Bah, surtout que moi je vais rebondir sur ce que tu appelles complémentarité parce que je pense que ça peut être extrêmement puissant et même si c'est pas Denayer, si c'est Diomandé, ça sera exactement pareil, voire encore plus puissant parce que on va avoir un Luqueba, un Denayer ou un Diomandé, donc ces trois-là sont un petit peu le même genre de défenseurs, c'est-à-dire des défenseurs qui sont très à l'aise dans le déplacement, dans le mouvement, que ce soit ballon au pied ou sans ballon au pied sur les phases de replacement, c'est leur gros point fort. Et si on a en effet 3 défenseurs centraux qui forment notre ligne défensive derrière, dont les 2 qui sont sur les côtés, donc gauche et droite, qui sont potentiellement des porteurs de ballon qui vont casser les lignes par leur dépassement de fonction, avec au centre un Boateng qui lui va faire exactement l'inverse, va rester derrière mais va savoir casser des lignes par la passe, avec notamment des passes en profondeur chirurgicales, ça peut être vraiment très puissant et très déstabilisant pour notamment la première ligne, voire la deuxième ligne défensive de chacun des adversaires qu'on va pouvoir rencontrer, avec 2 solutions bien distinctes mais assez peu prévisibles, avec la passe pour Boateng et les dépassements de fonction balle au pied pour Luqueba et Denayer ou Diomandé. Oui, c'est vrai que Diomandé matcherait bien dans Tout à fait. dans cette défense à 3, puisqu'il serait un peu le pendant de Luqueba, donc en axe droit et en axe gauche, où tu aurais 2 joueurs qui sont à la fois à l'aise balle au pied et rapides dans les courses, là où Boateng, lui, est certes très à l'aise balle au pied et très bon défensivement, mais où la vitesse, c'est pas trop ça. Ce système à 3, il offre vraiment tout ce qui manque à l'effectif. Il n'y a pas d'ailier, on joue avec des pistons très hauts, on a des latéraux extrêmement offensifs avec Gusto et Emerson, on a des centraux capables de porter la balle, capables de faire les efforts, on a plusieurs numéros 10, donc jouer dans un système en 3-4-2-1, c'est tout ce qu'il faut à l'effectif. Et ça le bonifie, en plus de mettre les joueurs à leur bon poste, sauf quand on met Paqueta en numéro 9. Mais ça permet à tout le monde d'être dans un poste qu'ils connaissent, dans des postes qu'ils apprécient. Luqueba est meilleur dans une défense à 3 que dans une défense à 2, à mon sens, et ça s'est vu encore ce soir. Son match est juste, j'irai pas jusqu'à dire parfait, parce que c'est jamais, y a jamais rien n'est parfait. Est-ce qu'on a un sondage pour Luqueba ? Irréprochable. Voilà, un sondage pour Luqueba. Il faut, et pour moi, de toute façon, je le citerai en top, c'est certain. Mais voilà, on en parlait Taken vers la 80e, tu m'as cité ses stats, il n'y a pas un duel perdu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour moi, le meilleur terme pour Luqueba ce soir, c'est irréprochable. Il était très bon. Encore au moment rapidement sur les duels, 6 sur 6 duels au sol, 1 sur 1 en aérien et 4 dribbles sur 4. Voilà, sans faute pour Luqueba, et surtout des petites actions comme ça où tu le vois, il se débarrasse de 3 joueurs bordelais dans la moitié de terrain adverse, donc c'est très risqué. Il a vraiment peur de rien en fait. Son action où il te fait un passement de jambes, contrôle externe, rentrée inter pour éliminer 2 joueurs et il est dans les 20 derniers mètres adverses. C'est du haut niveau. Le mec, il est défenseur central ou franchement, j'ai même envie d'aller beaucoup plus loin sur Luqueba parce que à part le match d'Angers où il y a eu de toute façon une faillite collective, globalisée de tout le collectif, sachant que la ligne défensive c'était Dubois, Marcelo, Luqueba, Cornet, donc fallait s'accrocher quand t'étais Castello quand même. Donc à part ce match-là où il y a eu une gigantesque faillite défensive, et en plus le but qu'on s'est pris parce qu'il avait sauvé la balle sur un match amical, là, sauvé la balle de la touche et en la perdant dans la seconde d'après, est-ce que à part ce moment-là, où en plus il a appris parce qu'il ne le refera pas, est-ce que à part ce moment-là, à chaque fois qu'on a vu Luqueba, est-ce que vous avez un moment où il n'a pas été convaincant, pertinent sur l'ensemble des minutes qu'il a joué? J'ai énormément de mal à trouver, vraiment.
Surtout quand on compare ses performances avec celles de Denayer, qui fait un peu des montagnes russes sur ce début de saison. Loukeba, lui, a l'avantage de la régularité alors qu'il est beaucoup plus jeune, finalement. Donc c'est là aussi qu'on peut Après, se poser la Loukeba question du bien fondé peut. d'avoir un Jason Denayer qui fait des performances en dents de scie. Donc sur les tout premiers matchs de la saison, il avait été très très bon, au moins 3 ou 4 matchs d'affilée dans mes souvenirs, et c'était très bien de sa part, on l'avait mentionné d'ailleurs à juste titre. Mais on a vu ensuite, notamment contre Rennes, contre Reims, je crois aussi, il a été un peu plus hésitant. C'est là un peu que le bas blesse Après, avec Denayer, c'est que quand on fait la moyenne de toutes ses performances, on revient sur le sempiternel 6 sur 10 dont on a parlé plusieurs fois les saisons précédentes. Loukeba, lui, me semble avoir un plafond de verre en fait beaucoup plus haut. Et ça se trouve, il a même pas de plafond de verre en fait. Enfin, c'est un joueur qui a l'air d'avoir beaucoup plus de facilité, d'autant plus qu'il est encore très jeune. Donc ça fait réfléchir tout ça. il a fait combien de matchs cette année? En vérité, en Ligue 1, il doit en avoir quoi? 3 ou 4? 4, Faut ouais, quand je même crois. Euh, Ouais. attendre. Ah, évidemment, évidemment. Il faut pas tomber À part. dans Oui, l'enflammade. oui. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça, c'est de dire qu'il a l'air extrêmement régulier, on verra, bien sûr, mais c'est vrai que oui, c'est très prometteur, et de ce point de vue-là, on se rejoint tous, de toute façon. Loukeba ce soir, enfin, comme j'ai dit, pour moi, si c'est lui ou Lopez, c'est l'homme du match, c'est aussi simple que ça. On en est où au niveau de notes pour Casselo alors, Loukeba? sur YouTube, le 7 ressort, et sur Twitch, le sondage se termine, et le 7 ressort aussi. Ça me paraît Oh, assez justifié pour le coup, sachant que, enfin, à voir si sur le premier but il se fait pas prendre dans son dos. Poli qui nous dit ça dans le chat Twitch. Faudra revisionner. Enfin, on revisionnera pour le débrief au cas où. Pour réviser la note si jamais c'est trop de sa faute, on va dire. Mais, euh, mais a Le priori, ça premier nous a pas but, choqué. le premier but, comment j'analyse, c'est qu'il y a une excellente passe qui élimine deux joueurs de la part d'Adli. Et ensuite, bah, il se fait prendre de vitesse. Oui, mais Emerson se fait prendre de vitesse au départ de sa course. Et Emerson, de toute façon, est déjà éliminé dès la première prise de balle. À la limite, si même vraiment tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est Emerson ou sinon Amalo Gusto. Et on peut peut-être commencer à parler de Malo Gusto parce que pour moi, il flop ce soir. Sur le premier but, il jette un regard dans son dos et derrière, il ne regarde absolument pas le positionnement d'Oudin, ce qui fait qu'Oudin peut lui passer devant et derrière, on a le CSC qu'on connaît. Et bah, il y a surtout le deuxième but derrière, quoi, où c'est pour moi 100% de sa faute. Gusto, match compliqué ce soir, match vraiment compliqué avec notamment enfin avec un temps d'adaptation à ce nouveau système qui a pris pas mal de minutes sur la première mi-temps, hein. On a senti que Boateng cherchait très souvent à le trouver en allongeant le jeu avec une transversale en direction de l'aile droite et que Malo était parfois en retard, parfois il déclenchait pas assez rapidement l'appel de balle. Donc voilà, et déjà il y avait ce petit souci-là d'adaptation au nouveau schéma tactique qui faisait qu'il devait en fait aller faire des appels dans la profondeur, être beaucoup plus impactant sur la partie offensive de la tâche. Et en plus de ça, Mel, tu l'as très bien souligné, il y a des erreurs défensives qui sont très importantes ce soir. Il est impliqué sur les deux buts. Sur le deuxième but, c'est même pas être impliqué, voilà, c'est plus que ça. C'est flop chez moi aussi probablement. Peut-être fautif. Flop chez moi aussi probablement. Et j'aimerais en plus ajouter quelque chose, c'est que en 3-4-2-1, on a annoncé qu'on recherchait un ailier droit a priori pour le 4-2-3-1, mais l'ailier droit qui a priori est la cible de Lyon, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo YouTube sur le sujet, c'est Jesus Corona du FC Porto, qui lui est un grand habitué de cette position de piston droit assez offensif, qui mange la ligne, qui fait des appels dans la profondeur, qui va centrer pour faire la passe décisive. Bah, est-ce que ça pourrait pas lier un petit peu toutes les cases Ah, c'est le d'avoir un profil parfait. Corona qui rentre à cette place-là? C'est le profil parfait. Et même de l'autre côté, Emerson a toujours joué dans une défense à 3 Hmm. depuis très longtemps quand il y avait Thomas Tuchel et avant même quand il y avait
Lampard. Frank Lampard, c'est vrai qu'il était habitué à système à 3. Dubois, Frank Lampard, j'ai dit quoi? Tu cherchais l'entraîneur qu'il y avait avant Thomas Tuchel, c'est Ah ça? oui, ok. Oui, je dis Frank Lampard. Ça a peut-être. Je suis en train de bugger Oui, totalement. oui, tu passes sous un tunnel hein, depuis quelques minutes, Donc, mais on est toujours bon, t'inquiète pas. ouais, mais. Et du coup, voilà. Même pour Léo Dubois qui a l'habitude d'être piston en équipe de France, et je dis ça en essayant de pas rigoler, mais c'est compliqué, bah on a une équipe qui a des latéraux habitués à jouer dans le système à 3. Mais d'ailleurs, ça pourrait signifier le départ de Léo Dubois, hein, si on recrute Corona et qu'on reste dans ce schéma de 3-4-2-1 là. Bah, qui s'en plaindrait? Ah mais personne. Mais moi je signe des deux mains, je me greffe même une troisième main pour signer une troisième fois s'il faut. Hein. Bon, on fait une digression là, parce que du coup, on était sur Gusto. Gusto, en plus, qui se distingue pas forcément aussi ce soir par son apport offensif. Hein. J'ai le souvenir d'un centre qui m'a fait penser à ceux de Léo Dubois. Derrière le but. Derrière le Oui, but. Ouais. vers la 70e ou 80e minute, je me suis dit, pop, 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 ça ponctue une soirée difficile et douloureuse pour Gusto. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on avait un sondage pour Gusto ou pas? Tout à fait. Sur YouTube, le 3 ressort, Ouf. et sur Twitch, le 3 ressort aussi. Ok, bon bah, en effet, il va probablement occuper une très belle place dans les flops ce soir. Jusqu'ici, on a vu juste hein, concernant les joueurs qui ont déçu. Hein. Ah, Même si, bon, je pense. c'était assez visuel. Hein. Pour le coup, on va pas non plus chercher midi à 14h quand on dit que Gusto il est fautif sur les deux buts qu'on encaisse. On va pas chercher midi à 14h quand on voit que Paqueta a trop de pertes de balles à un poste qui n'est pas le sien et qu'il met en danger l'équipe sur les phases de contre rapide adverse. Donc bon, au final, tout se suit et tout est plutôt cohérent. Est-ce qu'on parlerait pas encore une fois peut-être parce qu'on en a déjà beaucoup parlé cette saison mine de rien d'Anthony Lopez qui sauve vraiment beaucoup l'équipe depuis 2 mois et demi. Il lui fallait la rumeur Onana pour repartir un petit peu de plus belle et qu'on retrouve le Lopez d'il y a 2-3 ans. Bon, il y a eu le match de la semaine, de il y a 3 jours qui était un petit peu plus compliqué avec le dernier but adverse qui était un petit peu de son fait. Mais ce soir, il relève la tête très rapidement et il a été vraiment super super bon sur sa ligne, très rassurant et il sauve le point du match nul au final. Hein. Ah oui, largement. Largement pour Lopez qui s'est encore une fois montré essentiel finalement à cette formation lyonnaise qui a du mal en contre, qui est pas du tout hermétique défensivement et qui doit souvent se fier à son dernier rempart pour éviter de repartir avec des valises de buts en fin de match. Donc oui, Lopez Bah, une nouvelle fois qui se distingue positivement. Il aurait mérité hein, son clean sheet, dommage pour lui, parce que les buts sont pas du tout en plus de son fait sur ce match-là. Donc ouais, c'est difficile, je trouve, comme destin pour Lopez de repartir avec 2 buts et le point du nul quand on fait une telle prestation. donc Lopez ce soir c'est encore très très convaincant. Il sauve encore, il sauve nos fesses. Hein. Il sauve nos fesses dans les dernières minutes du match. Il l'a beaucoup fait cette saison. Et au-delà de ça, on se rend compte quand même de son importance dans le groupe quand on le voit aller chercher n'importe qui sur le terrain parce qu'il a fait une bêtise quoi. Le regard vers Paqueta là dans les dernières minutes de jeu, croyez-moi, moi je veux pas me faire regarder comme ça par quiconque. Hein. Alors, en même temps, t'as besoin dans un effectif d'avoir des joueurs comme ça qui réussissent à gueuler sur les autres quand le collectif est un petit peu en train de vaciller. Cette année à l'OL, on a qui? On a Boateng, Lopez, et c'est à peu près tout finalement en termes de joueurs qui ont un vrai charisme et une vraie présence. D'autant plus qu'on a un Oussama Aouar, par exemple, qui ce soir est capitaine, mais qui finalement a pas ce supplément d'âme pour aller voilà, réveiller ses partenaires individuellement pour les mener
vers la victoire. C'est vrai qu'Aouar, c'est beaucoup plus un leader technique qui va briller par le jeu, mais pas forcément par ses capacités orales et de capitaine. Donc finalement, tout ça nous fait pour Lopez un bon bilan hein, sur ce match-là. Ça se ressent d'ailleurs dans les notes. Hein. Sur YouTube, ça se joue entre 6,5 et 7. Sur Twitch, ça se joue entre 6,5, 7 aussi. Hein. 6,5, 7. Ok, bon bah on tranchera tout à l'heure pour lui. Et peut-être qu'on peut passer au top flop qu'on mettrait. Vas-y, j'y vais ou t'y vas? Je t'en prie. Ok, bon bah en top, Melt est parti, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas mettre Loukeba en top. Donc je mets évidemment Loukeba qu'on a déjà noté, qui se révèle de plus en plus et on espère continuer à le voir dans le groupe, continuer à le voir avoir des minutes sur cette lancée-là, quoi. Enfin vraiment, conserver cette lancée avec Castello, donc c'est mon top. Et côté flop, je suis pas non plus dans l'originalité extrême. Pour moi, c'est Malo Gusto qui a manqué son rendez-vous dans ce nouveau rôle, qui pourtant en plus devrait être un rôle logiquement qui correspond pas mal à ses qualités. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu, encore plus embêté peut-être que s'il avait juste manqué son match. C'est que je suis persuadé que cette position-là, c'est peut-être sa meilleure position. Donc Malo Gusto pour moi du côté des flops. Côté top, j'ajoute Lopez, évidemment. Hein, rien de nouveau sous le soleil. Et flop, ouais, Paqueta. Hein. Paqueta, je suis un peu déçu de son manque de rendement voilà, sur les derniers matchs. Mais bon, on arrive peut-être aussi à la fin d'une petite mauvaise passe aussi avec Paqueta. Et puis l'absence contre Lille qui est programmée va peut-être lui permettre de repartir du bon pied ensuite pour la deuxième partie du championnat avec les matchs retour. Donc c'est pas plus mal finalement. D'ailleurs, il avait eu un petit peu aussi un passage à vide similaire comme ça la saison dernière. C'était sur la période post-Noël, post-trêve hivernale. On avait eu fin janvier, début février, comme ça, Paqueta sur une période d'un mois à peu près, qui était bien moins bon que tout ce qu'on avait pu voir jusqu'ici et que tout ce qu'on a pu voir après. En même temps, c'est un joueur qui joue beaucoup, qui joue non seulement quasiment tous les matchs avec Lyon, mais qui joue aussi pas mal en sélection brésilienne, avec des matchs parfois qui sont collés à 48 heures de matchs avec des clubs, sachant que le Brésil, c'est pas la porte à côté. Donc tu rajoutes aussi des transports importants à chaque fois qui fatiguent un organisme, surtout quand 2 matchs sont collés autour d'un transport, d'un long transport en avion comme Paqueta doit le faire pour aller jouer ces matchs avec la sélection. Mais donc voilà, on se demande, on se demande, c'est que peut-être qu'au final c'est pas un mal pour un bien d'avoir un Paqueta qui est suspendu la semaine prochaine, qui va pouvoir se reposer un petit peu et ensuite reprendre du poil de la bête durant les fêtes. Voilà, suivez-nous sur Twitter évidemment pour être alerté des suspensions des joueurs de l'OL avec une anticipation record, hein, évidemment. Yes, toujours. Ça, on est sur ce genre d'infos, franchement, je pense qu'on peut dire qu'on est les premiers sur ce genre d'infos, sans être trop présomptueux. Je pense qu'on a la palme sur ce sujet-là. En tout cas, on s'en donne la peine. Qu'est-ce qui nous attend maintenant pour l'OL, mon cher Ferran? L'image du classement, donc pour avoir une petite idée du championnat de Ligue 1. Voilà, on voit Lyon qui actuellement est en 12e place, mais voilà, au final on stagne encore ce soir. Va falloir commencer à se réveiller niveau comptable, hein, parce que même si on essaye de faire des essais, ce soir on prend qu'un point contre probablement la pire équipe du championnat. C'est quand même compliqué comptablement de ne pas prendre les 3 points contre ce Bordeaux-là qui a ce niveau-là. Mais en même temps, si on regarde aussi un petit peu plus vers le haut, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas si loin que ça du top 4 notamment, étant donné qu'en plus il faut attendre le résultat de ce que va donner l'Olympico, comment il va être traité, mais on n'est vraiment pas si loin de ce qu'il y a devant en considérant notre match en retard.
parce que en fait les autres équipes font comme nous. Il y a des matchs nuls, il y a des défaites un petit peu de partout. Nice, Lens, Marseille, Qui ont patiné pendant ça patine, c'est ça. qui ont patiné ce week-end. Les Nice-Marseille, ça a fait une défaite. Lens, ça fait match nul contre le PSG. Mais pendant ce temps-là, donc ces trois équipes-là étaient bien plus haut, on va dire, dans la première partie du, du haut du classement. Et dans la seconde partie du haut de classement, c'est un peu technique, on a Monaco, Lille, Angers, Strasbourg ou même Montpellier qui ont gagné ce week-end. Donc finalement, l'OL se fait un peu la mauvaise opération en patinant avec ce match nul contre une équipe de surcroît à sa portée, là où ses concurrents directs ont tous pu prendre 3 points et continuer à accroître l'écart avec l'OL qui reste 12e malgré tout. Donc c'est un peu la sale soirée, je dirais, pour l'OL, même si rien n'est terminé. De toute façon, il reste encore plein de matchs, donc c'est pas dramatique pour autant. Ça fait 2-3 semaines qu'on accumule les mauvaises opérations parce que justement, s'il n'y a pas ce trou devant nous qui est vraiment fait avec le top 4, c'est parce que les autres équipes aussi font des mauvaises opérations semaine après semaine et nous en fait on n'en profite pas, ce qui est très dommage, notamment contre des adversaires qui sont vraiment à notre portée comme ce soir, parce que la semaine prochaine on va devoir aller se déplacer du côté de Lille dimanche à 13h pour un match, on le sait, qui en général nous réussit pas trop, hein. Quand on se déplace en terre lilloise, c'est compliqué ces dernières saisons pour Lyon. On les a souvent soit relancés s'ils étaient la tête au fond du trou, soit permis de continuer leur chemin tranquillement s'ils étaient dans une bonne période. Donc voilà, ça va être mine de rien un match vraiment important face à l'équipe qui est juste devant nous et qu'il va falloir négocier vraiment de la meilleure des manières possibles. Il faut absolument commencer à ramener 3 points de nos matchs, hein. C'est ça, hein. Faut gagner, d'autant plus qu'après tu as le match de Coupe de France contre le Paris FC, ensuite tu as Metz qui a un autre adversaire à la peine, un peu comme Bordeaux en Ligue 1, et puis juste après, ce sera 2 semaines plus tard parce que tu auras la trêve de Noël, tu auras la réception du Paris Saint-Germain. Donc voilà, tu vas avoir un programme avec à nouveau des montagnes russes, puisque tu vas faire Lille, puis Paris FC Metz, puis PSG pour reprendre en 2022. Donc voilà, tu as un programme très animé, et oui, il faudra toujours pas se rater pour l'OL, parce que tu as encore moyen de remonter en Ligue 1, parce qu'au final, c'est pas du tout perdu, hein. Surtout que si la Ligue, elle a jusqu'au 8 décembre pour statuer sur OLOM, n'inflige aucun point de pénalité à l'OL, et que l'OL joue son match contre Marseille et gagne ce match-là, tout revient dans la course au podium. Donc finalement, il y a encore de l'optimisme, mine de rien. C'est ça. Surtout si on arrive à mettre en place ce nouveau dispositif et à le rendre pérenne avec les joueurs au bon poste. Voilà, avec les joueurs au bon poste. On espère que Moussa Dembélé pourra dès la semaine prochaine commencer un match en tant que titulaire pour pouvoir évoluer dans cette position de buteur avec les deux milieux offensifs centraux très proches de lui derrière, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et on n'oublie pas aussi le dernier petit match d'Europa League, hein, contre les Rangers jeudi prochain pour tenter la passe de 6, tout à fait. Ce serait un record, hein, pour Peter Bosz, s'il réussissait à gagner le 6e match d'Europa League avec l'OL. Voilà, bah écoute, je pense qu'on est à peu près fini. On n'a pas retrouvé Melt malheureusement en fin de live. Il nous avait définitivement quitté. Il n'a pas trouvé le bout du tunnel, hein. C'est ça, il s'est vraiment perdu dans le tunnel. Mais de toute façon, je pense qu'on va se laisser là. On a déjà dit pas mal de choses et puis on va se retrouver jeudi soir, juste après le match contre les Rangers. Donc ce sera probablement un horaire un petit peu pourri, hein, pour nous, parce que ce serait à 20h45, j'imagine. Absolument. Étant donné que le match est à 18h45. Donc voilà pour le petit programme pour la suite de la semaine qui arrive. De toute façon, vous aurez tout ça dans la programmation qu'on postera comme tous les mardis sur notre compte Twitter. Et voilà, le débrief demain aussi, comme d'habitude.
sur Twitter aussi. Et puis voilà, bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous, à bientôt.